Pour terminer en beauté cette thématique sur les grands chefs de guerre de l'histoire de France, je vais bien entendu vous parler de Napoléon. De Bonaparte d'abord et de Napoléon ensuite. Évidemment, je ne vais pas faire ici un épisode sur la vie de Napoléon. J'en ai déjà parlé 1000 fois et me connaissant, je pense que l'épisode durerait un bon 4-5 heures. Mais je vais tâcher de vous expliquer en la résumant largement ce qu'a pu être la stratégie napoléonienne. Pourquoi Napoléon a à ce point triomphé sur l'Europe entière de manière si décisive et éclatante. Quel était le ferment des victoires de la Grande Armée? Comment l'empereur concevait-il la guerre? Comment remportait-il ses victoires? Bref, c'est un épisode sur Napoléon, chef de guerre, et ça va secouer. C'est parti. Pour tenter de vous résumer au mieux ce que fut la stratégie napoléonienne, le modèle militaire napoléonien si l'on veut, je vais prendre des exemples et le premier d'entre eux c'est la campagne d'Italie. Nous sommes en 1796 et le jeune général Bonaparte, totalement inconnu ou presque, prend le commandement d'une armée en lambeaux, sans souliers, un peu plus de 30 000 hommes avec pour but de fondre sur l'Italie. Enfin à la base c'était censé n'être qu'une opération de diversion, le gros de l'offensive française étant en Allemagne, mais au final, Bonaparte va faire de cette armée minable et secondaire le fer de lance de la victoire. Comment? Eh bien la première chose qu'on peut souligner, parce que la campagne d'Italie est vraiment un modèle du genre qui pourrait résumer à elle seule toute la stratégie napoléonienne, la première chose, c'est l'offensive. L'offensive partout, tout le temps. Bonaparte attaque tout le temps. Il attaque le matin, il attaque l'après-midi, le soir quand l'ennemi se prépare à reposer ses troupes pour préparer la journée du lendemain, il attaque. C'est quelque chose qui à l'époque ne se fait pas du tout, c'est pas du tout dans les codes militaires et les Autrichiens comme les Piémontais ont été totalement débordés. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est la rapidité. Bonaparte impose à ses soldats une discipline de fer avec des marches longues, même de nuit, car le but est de surprendre l'ennemi, de se trouver rapidement là où il s'y attend le moins. On dit alors, et ça se confirmera plus tard notamment à Ulm, que le soldat français gagne la guerre avec ses jambes. Justement à Ulm, là on n'est plus dans la campagne d'Italie, mais juste une parenthèse, en 1805, les soldats de la Grande Armée marchent 35 à 40 km par jour et le général autrichien Mack se retrouve encerclé sans avoir eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit et de tirer plus de quelques coups de feu et il est contraint à la reddition. En Italie c'était ça, mais tous les jours sans interruption. Donc c'est une sorte de blitzkrieg napoléonien si on veut. Une autre caractéristique qui se démarque déjà de cette campagne d'Italie, c'est l'importance capitale de la figure du général. Quand il prend la tête de cette armée, je l'ai dit, Bonaparte est un inconnu, mais surtout, il est maigre. Il a le teint livide, limite jaune, et il s'exprime avec un accent à moitié corse qui fait la risée de ses hommes. Et pourtant, il saura les galvaniser, les motiver et s'imposer comme une figure charismatique stimulante par ses discours, par ses passages en revue, par sa proximité avec les soldats, par sa présence, mais aussi par ses coups d'éclat. Son courage sur le pont de Lodi ou sur le pont d'Arcole termineront de faire sa réputation. Plus tard, Napoléon dira « La présence du général est indispensable, c'est la tête, c'est le tout d'une armée. Ce n'est pas l'armée romaine qui a soumis la Gaule, mais César. Ce n'est pas l'armée macédonienne qui a été sur l'Indus, mais Alexandre. Ce n'est pas l'armée française qui a porté la guerre sur le Weser et sur l'Inn, mais Turenne. Ce n'est pas l'armée prussienne qui a défendu 7 ans la Prusse contre les 3 plus grandes puissances de l'Europe, mais Frédéric le Grand. En Italie, comme ailleurs plus tard, une autre stratégie de Napoléon aura toujours été de diviser les forces ennemies afin de les affronter séparément. C'est ce qu'il fait dès le début de la campagne en séparant les Autrichiens des Piémontais, puis en écrasant ces derniers seuls afin de les faire signer l'armistice. Dernière chose pour cette campagne, on remarque déjà le souci absolu de Bonaparte pour le ravitaillement, pour les lignes de ravitaillement qu'il maintient avec acharnement et efficacité afin que son armée ne manque de rien et aussi afin par conséquent de réduire les pillages. Parce que au-delà de conquérir, Bonaparte administre aussi les régions dans lesquelles il passe et déjà là on aperçoit outre l'homme de guerre, l'homme d'État qui se dessine. Donc l'importance apportée au ravitaillement mais aussi au renseignement par ses agents, par l'interrogatoire des prisonniers, les relations avec les locaux, mais aussi et surtout grâce à la cavalerie légère. Voilà déjà ce qu'on peut retenir de cette campagne d'Italie et c'est déjà beaucoup
offensive, rapidité, figure du chef, division de l'ennemi, ravitaillement et renseignement. Mais Bonaparte, ça n'est pas que ça. Là, on a vu la stratégie napoléonienne à l'échelle d'une campagne, on va en reparler un petit peu, et encore, je ne fais qu'effleurer celle-ci, mais maintenant à l'échelle d'une bataille. Napoléon, ce qu'il faut savoir avant d'entrer dans les détails, c'est qu'il a une énorme culture militaire. Il a énormément lu des traités militaires comme la vie des plus illustres chefs, Alexandre, César ou encore Frédéric le Grand. Ça lui donne un avantage que peu de ses contemporains partagent, à savoir deviner les plans de l'ennemi, anticiper ses mouvements et surtout exploiter la moindre de ses failles ou de ses erreurs. Napoléon, c'est aussi un bourreau de travail très intéressé par la géographie et les cartes qu'il se procure parfois à prix d'or. Et des soirs, des nuits entières avant de préparer ses campagnes, ses batailles, on le retrouve par terre, allongé sur ses cartes dans son cabinet, en train d'étudier le terrain et y placer ses petites épingles. Donc une grande connaissance de l'histoire militaire, une grande connaissance du terrain en préalable, voilà ce qui constituait déjà un avantage de base. Pour ce qui est du terrain, Austerlitz, c'est vraiment l'exemple typique. C'est lui qui, face aux deux empereurs d'Autriche et de Russie, c'est lui qui choisit le terrain. C'est lui qui feint une retraite pour les pousser à s'installer là. C'est lui qui leur laisse volontairement le plateau de Pratzen, pourtant un avantage stratégique puisque c'est le point haut du champ de bataille, pour ensuite les pousser à le dégarnir et exploiter cette erreur monumentale qui est un modèle du genre. Parce qu'à la guerre et dans les batailles, rien n'est laissé au hasard. Dans la tête de Napoléon, tout est mathématique. Toutes les possibilités, toutes les combinaisons ont déjà été étudiées 1000 fois. Napoléon disait, je cite, « L'art de la guerre est un art simple et tout d'exécution. Il n'y a rien de vague, tout y est bon sens, rien n'y est idéologie. » Car à cette époque, comme à toutes les époques au fond ou presque, ce qui fait gagner une bataille, c'est avant tout deux choses. Soit parvenir à envelopper l'ennemi par l'une de ses ailes, soit percer son centre. Et Napoléon avait d'ailleurs une prédilection pour ce qui était de percer le centre ennemi afin de le couper en deux. Mais pour parvenir à un tel résultat, encore faut-il manœuvrer avec intelligence afin de contraindre l'ennemi à l'erreur. Et c'est là où tout son génie se révélait, en plus de tout le reste. En gros, c'est simple, je cite l'empereur, « L'art de la guerre consiste, avec une armée inférieure, à avoir toujours plus de force que son ennemi sur le point que l'on attaque ou sur le point qui est attaqué. » Simple, efficace, sur le papier en tout cas, mais encore faut-il parvenir à créer ces conditions. Voilà pourquoi l'empereur gardait toujours des troupes en réserve, prêtes à intervenir partout, à tout moment, et particulièrement la garde impériale, bien sûr, pour les moments critiques, comme à Eylau, par exemple, où elle dégage les Russes du cimetière à la baïonnette. Mais là aussi, encore faut-il l'utiliser avec raison, parce que, par exemple, la garde ne donne pas à la Moscova, ce qui fera enrager Murat, parce que Napoléon lui explique qu'on n'engage pas ses réserves à 4000 km de Paris. Bien étudier le terrain, bien étudier l'art de la guerre et l'armée ennemie, manœuvrer avec rapidité et intelligence, pousser l'ennemi à l'erreur et exploiter cette faille comme il se doit, voilà en résumé la stratégie impériale qui, je le répète, est toute en simplicité. Elle n'est que le produit d'une mécanique génialement réfléchie et parfaitement huilée. Pour conclure, on pourrait ajouter tellement de choses, je suis hyper frustré, mais parlons par exemple des corps d'armée qui sont faits pour être autonomes. Ce sont des sortes de mini-armées qui sont autonomes et ils sont faits pour se déplacer à distance les uns des autres, mais pas trop, parce que si l'un d'eux est attaqué, ils doivent être capables de maintenir le choc face à une armée entière en attendant que les autres corps le rejoignent. C'est ce qu'a fait Lannes à Friedland en résistant tout seul face à l'entièreté de l'armée russe dans l'attente des renforts. C'est ce qu'a fait Davout aussi à Auerstedt face à toute l'armée prussienne, sauf que le père Davout, il n'a même pas eu besoin de renfort. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je reviens sur la présence de l'empereur au milieu de ses hommes, même si j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Wellington disait que Napoléon présent sur un champ de bataille, ça équivaut à 40 000 hommes de plus. Et c'est vrai. Sa seule présence suffisait non seulement à galvaniser ses troupes, mais surtout à terroriser l'armée ennemie. Je peux vous dire que pendant la campagne de France en 1814, à 1 contre 10, il suffisait qu'au loin l'ennemi aperçoive les bonnets à poil de la garde impériale qui arrive, ou pire, le fameux bicorne, pour le faire battre en retraite alors qu'il avait un avantage écrasant. Autre stratégie napoléonienne qui révolutionne son époque, c'est la recherche permanente de la bataille décisive. Le but de Napoléon en campagne, c'est pas de la faire durer 10 ans, c'est pas de faire campagne pour faire campagne, son but c'est d'en finir au plus vite, en fixant l'armée ennemie pour provoquer la bataille décisive.
Et ensuite, là aussi, très typique, une fois la victoire remportée, il faut l'exploiter et vite. Et c'est là qu'intervient la cavalerie légère chargée de poursuivre l'ennemi pour l'empêcher de se rassembler et neutraliser totalement son armée pour en finir. C'est ce qu'a fait Murat en Prusse en 1806. La quête des capitales aussi, ça aussi, grande stratégie napoléonienne. Avant, les campagnes se déroulaient sur des territoires proches et limités. Napoléon va quant à lui, dès la campagne d'Italie, chercher à atteindre la capitale ennemie pour le contraindre à signer la paix ou pour le contraindre à la bataille décisive dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il entre à Vienne 2 fois, qu'il entre à Berlin, à Madrid, à Moscou, pas à Londres malheureusement. Enfin voilà, je vais terminer là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Si vous voulez approfondir, je vous recommande notamment ces livres, j'en ai 2 là, De la guerre, présenté et annoté par Bruno Colson, excellent livre, et puis bien sûr le classique Napoléon, chef de guerre, de Jean Tullard. Je terminerai par une citation bien connue, très connue, mais qui illustre parfaitement ce qu'on vient de dire sur la stratégie napoléonienne. Je cite Napoléon: « La force d'une armée, comme la quantité de mouvements en mécanique, s'évalue par la masse multipliée par la vitesse. » Merci à tous et à mardi prochain.